Bonjour et bienvenue sur One to One. One to One reçoit aujourd'hui Rémi Tereskevitz, qui est un expert de la série télé. Rémi Tereskevitz a été chez Warner Bros. Et Lagardère, entre autres. Il est aujourd'hui le DG de Beta Série, qui est une plateforme d'analyse et de recommandation de séries télé qui adresse 5 millions de fans par mois et analyse les usages sériels et OTT auprès de l'industrie des médias. Bienvenue Rémi Tereskevitz. Bonjour Rémi, alors comment ça va? Ça va super, Elias. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Super, super. Ben, bienvenue à One to One. On va commencer tout de suite. Donc, on va parler du monde de la série et du marché de la série. Alors, ma première question pour vous, c'est comment se présente aujourd'hui le paysage de la série en Europe en termes de genre, de format et de compétition? Alors, on a un paysage de la série. Je vais principalement parler de l'Europe et des US. C'est là où on a un petit peu le creuset de toute cette petite révolution qu'on vit actuellement. On a un marché qui a beaucoup, beaucoup bougé ces derniers temps, depuis une dizaine d'années. On a des séries qui sont aujourd'hui vraiment en vogue, qui quittent la télévision classique et qui sont beaucoup poussées par ce qu'on appelle l'OTT, les plateformes de over the top, donc les grandes plateformes d'abonnement en illimité comme Netflix, Prime, Apple, et puis de plus en plus par des plateformes locales. Et donc, c'est des séries qui sont importantes pour ces acteurs-là parce qu'elles leur permettent de recruter en ayant des thèmes forts, en ayant des investissements importants sur du cast, sur des licences. Donc, c'est des séries qui sont utiles dans leur stratégie pour recruter des clients. Et donc, c'est des gens, des plateformes qui recrutent des clients et aussi pour les retenir, puisque par définition, une série, c'est récurrent, il y a des épisodes, on retient les gens d'une semaine à une autre, donc elles ont plein de vertus, et donc pour toutes ces raisons, elles sont devenues vraiment les piliers en fait des stratégies de ces plateformes SVOD, et donc ce segment des séries qui était il y a des années plutôt dans la télévision gratuite et dans lesquelles on vendait de la publicité, c'était des séries qui duraient toute une grande saison de septembre à mai, elles avaient plus de 20 épisodes, elles se sont contractées, c'est plutôt des séries de 3 à 13 épisodes, donc 6, 8, 10, 12. Les saisons se présentent comme ça, et c'est le segment qui est en pleine croissance, et j'ai d'ailleurs une petite slide pour le montrer, si on peut basculer. On a en fait sur les différents segments de séries du marché, ce segment 2 à 13 épisodes qui est en pleine croissance sur les dernières années, alors qu'on reste sur tous les autres, on voit que c'est plat, on reste dans une production qui ne bouge pas beaucoup, à la fois des unitaires, à la fois des quotidiennes ou des séries très longues. Donc c'est vraiment ce segment Alors, très si on d'épisodes. peut expliquer ce diagramme, en fait, c'est quoi ces chiffres? C'est le nombre de titres de séries qui sont produits par an et par type de format sur l'Europe. C'est une data D'accord. de l'Europe. Et donc, voilà, on démarre en 2015 à 436 titres produits qui font entre 2 et 13 épisodes, donc ce fameux segment dont je parle. Et on arrive en 2020 à 700 et aujourd'hui, on est environ à 800, 900. Donc, on est vraiment sur un segment en pleine croissance parce que bah, c'est lui qui génère tout l'intérêt, notamment des plateformes. Et d'ailleurs, je vais y venir. Je prends un autre exemple. Ici, c'est un petit chart de Variety, qui est un gros magazine professionnel américain, qui parle Bien beaucoup. sûr. Et on voit en rouge, depuis quelques années, depuis 2013, l'apparition de ces fameuses plateformes SVOD, donc principalement Netflix au début, mais aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, on voit que sur toutes les séries originales, les nouvelles séries qui se lancent, eh bien, on a la moitié maintenant qui sortent en fait de ces fameuses plateformes, d'où la grande croissance qu'on voit sur ce fameux segment des séries qui ont voilà, entre quelques épisodes, une grosse dizaine d'épisodes par saison. Donc ça, c'est vraiment la tendance, je dirais, en volume, hein, pour vraiment pointer sur qu'est-ce qui est en croissance, mais on va pointer aussi sur d'autres éléments qui sont un peu plus dans le type de série et le type de stratégie. Je dirais qu'il y a un élément important, c'est qu'on a des séries qui sont de plus en plus très exclusives par plateforme. Donc, elles deviennent des séries qu'on appelle des originals. Donc, on parle de Stranger Things chez Netflix, hein, typiquement.
On parle de toutes ces séries des grandes plateformes dont on parle beaucoup. Elles sont des originals, Le Seigneur des Anneaux en ce moment sur Prime. Et on a des séries en même temps qui ne sont pas uniquement, quand elles viennent des plateformes américaines, elles sont locales et locales avec une dimension internationale dans la stratégie pour les distribuer. Donc on parle de séries global, donc des séries qui se passent dans un pays, dans un endroit, par exemple Dark, qui est une série en Allemagne, ou Casa de Papel, ou Gomorrah. Mais ces séries-là, alors je prends différents exemples, différents pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, en France, hein, un bureau des légendes, elles parlent, voilà, elles parlent d'un sujet qui va être local. Quand c'est un thriller, on prendra les policiers du pays, d'une ville du pays, etc. Et pourtant, elles sont conçues pour être intéressantes, universelles, on va dire, intéressantes pour des gens qui ne sont pas forcément des Allemands, des Français, des Américains, des Anglais. Donc elles sont locales au sens où elles vont circuler, elles vont être vendues dans le monde entier, mais elles prennent une accroche locale. Et aujourd'hui, Netflix, pour prendre cet exemple-là, produit plus de la moitié de ses originals en local. C'est la même chose pour les autres plateformes. Et donc, on a cette tendance-là parce qu'il y a de la demande. Les gens veulent des contenus qui ne soient pas uniquement américains, ils veulent des contenus locaux. Et ça, c'est important pour la région MENA, mais on en reparlera après. Oui. Alors effectivement, est-ce que, en citant Netflix, est-ce que vraiment c'est le major player aujourd'hui sur la région, notamment disons en Europe au moins, d'après votre expertise? Alors, c'est vrai que quand on parle SVOD, plateforme, on ne parle que de Netflix. Ça a démarré depuis, on va dire, 2014-2015. Mais entre-temps, ça s'est considérablement développé. Je vais prendre un petit diagramme pour montrer un peu comment ça s'est passé en quelques slides, puisque ça s'est fait de façon progressive, mais assez rapide. En quelques années, on est arrivé à un paysage tout à fait différent et beaucoup plus riche. Alors, on est parti effectivement de cette idée du DVD par la poste, hein, de Netflix, qui brusquement a transformé ça en offre de vidéo à la demande. Donc, c'était plus des DVD qu'on louait par la poste, qui était l'offre, la première offre, hein, de Netflix, mais c'était des films et des séries qu'on a en illimité en streaming, puis en téléchargement. Ça, c'est l'offre. L'offre Netflix, à la base, c'est celle qu'on connaît à l'international, puisqu'à l'international, a priori, il y a Et à l'époque, Netflix n'avait pas beaucoup de concurrents en fait, donc c'était tout simplement, est-ce qu'il jouait déjà grand à cette époque-là ou il tâtonnait, il commençait à peine? Il jouait déjà grand parce qu'il partait d'un gros business de DVD par la poste contre Blockbuster. Hmm. Donc, ils étaient déjà très importants aux États-Unis et quand ils l'ont numérisé, ils ont pu s'internationaliser. Et donc, nous, on en parle depuis 2014, mais c'est depuis les années 2000 que Netflix existe. Et en fait, cette idée d'avoir des films et des séries en illimité pour un prix, c'est tout simple. Et Prime Video, très rapidement, a un peu copié le business model, puisque Prime, lui, voulait développer de la fidélité à ses offres de e-commerce. Et il s'est dit, ça ne va pas suffire d'avoir des frais de livraison gratuits ou alors de faire des livraisons rapides. Je vois ce qui se passe sur le marché, je vois l'exemple Netflix, je vais donner des films et des séries dans mon abonnement. C'est aussi devenu une offre de SVOD. Donc ça, c'est la genèse, c'était il y a quelques années. Et en fait, très rapidement, ces acteurs sont devenus gros, ont commencé à vouloir produire leur propre contenu et ont fait peur aux studios américains qui vendaient des... Et les studios américains se sont dit, mais en fait, on va peut-être nous-mêmes aussi pouvoir créer nos propres offres, finalement, trouver, c'est un peu Internet tout ça, hein, c'est trouver son client en direct, sans distributeur. Donc tous les studios qui se sentaient un peu concurrencés par Netflix ou Prime ont tous lancé leurs initiatives et donc ont lancé les bouquets qu'on connaît aujourd'hui. Donc Disney+, et donc Disney a arrêté en partie même de vendre des contenus, typiquement a arrêté de vendre ses contenus à Netflix pour lancer et les mettre que chez lui, de façon exclusive. Donc on a Netflix, on a Disney+. Donc Disney ne donne pas son contenu à Netflix. Donc Disney, elle garde son contenu pour elle et elle ne donne rien à Netflix au fait. Il n'y a pas de produit Disney sur Netflix, si j'ai bien compris. Théorie, il peut rester encore des queues de droit probablement, mais enfin ils ont retiré ces catalogues-là pour les mettre que chez eux. D'ailleurs, Netflix cherche à créer des films de super-héros
cherche à trouver son propre Marvel parce qu'il y en a de moins en moins qui peut acheter sur le marché, d'où cette course, hein, cette course pour fabriquer ses propres franchises. Donc on a Disney, effectivement, on a HBO qui devient un HBO, on va dire, un petit peu moins cher, plus de contenu, plus mondial, c'est le fameux HBO Max, qui va d'ailleurs rechanger encore et se fusionner avec Discovery Plus dans quelques mois. Donc on a quelque chose autour de HBO. Paramount, qui est en plein lancement actuellement, il est déjà aux États-Unis, il est en train de se lancer actuellement en Europe, par exemple en Italie, en France, il viendra en décembre. Donc on a Il se l'offre. lance aussi dans le marché du Middle East aussi, d'après ce que j'ai Voilà, compris aussi, hein. ils ont une politique de toute façon internationale comme les autres, comme Starz Play d'ailleurs, la chaîne Starz, qui avait sa chaîne cryptée, a lancé Starz Play, qui a son Starz Play MENA, tout comme ça, il y a Starz Play en Europe également. C'est un bouquet plus de gens, un peu plus petit. Donc voilà, on a tous ces acteurs qui sont arrivés et on remarque ici que là, on a des acteurs globaux, mondiaux, mais qui ont créé de la tension, de la concurrence par rapport au pay TV. Les pay TV comme Canal+, ou comme Movistar en Espagne, sont toutes dites, oh là là, il y a beaucoup d'offres nouvelles qui arrivent, elles sont un peu moins chères que nos offres de pay TV, il n'y a pas de sport, et encore ça change aujourd'hui, il y a plutôt des films et des séries, donc toutes les offres de pay TV européennes ont lancé leurs propres offres OTT moins chères, on va dire. Donc Viasat est devenu Viaplay, Movistar lance Movie plus Light, Sky lance ses offres Sky Go, etc., etc. Donc on a les pay TV qui ont réagi, et donc ça fait encore plus d'acteurs. Donc là, c'est des acteurs locaux, hein, qui se lancent dans la bataille. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, tout ça pompe de l'audience, y compris aux chaînes gratuites. Donc on a aujourd'hui les jeunes de moins de 30 ans qui regardent beaucoup les plateformes, ils sont plus de temps sur les plateformes, plus de 2 heures par jour, et moins de temps sur la télévision, moins de 2 heures par jour. Donc les chaînes de télévision gratuites ont perdu de l'audience, et pour récupérer cette audience, elles se sont alliées, en tout cas à ce stade c'est plutôt des alliances, et elles ont lancé leurs propres offres. Donc on a Salto en France, où c'est TF1, M6 et France Télévisions. Ça va peut-être se réduire uniquement à TF1 M6. On va voir suivant la tentative de fusion de TF1 M6 qui est en cours en France actuellement. On a BritBox en Angleterre, où là c'est ITV, BBC et les autres chaînes. On a Join en Allemagne, où là c'est Discovery avec ProSieben. On a les chaînes espagnoles avec Love TV. Donc ça fait beaucoup d'acteurs qui viennent du gratuit, qui s'associent. Et puis pour terminer, cette offre, elle a commencé par un duopole. Maintenant, on va dire qu'elle est internationale, mais aussi locale. Elle est fragmentée parce qu'il y a plein de segments, on voit bien, il y a plein d'offres. Et bien maintenant, il y a les acteurs qui viennent du gratuit et qui veulent faire finalement également leurs propres offres au niveau mondial, au niveau local. C'est ce qu'on appelle la AVOD. Donc c'est du Netflix, mais financé par la publicité, pas par de l'abonnement. Et donc là, on les appelle, ils deviennent tous maintenant des pure players. On a Roku, déjà dans certains pays. On a Prime qui lance son offre gratuite qui s'appelle Freevee. Et donc, chacun va mettre des bouquets. On vient d'apprendre que HBO va avoir une offre avec de la publicité, Disney Plus aussi, et surtout la grande nouvelle depuis quelques jours, hein, c'est Netflix qui commence à dire qu'il aura une offre à entre 5 et 8 euros avec de la publicité dedans, quelques minutes par heure. Alors effectivement, comment vous interprétez ça, au fait? Est-ce que c'est un problème au niveau du business model qui ne fonctionne plus de Netflix? Est-ce que c'est une réadaptation à la réalité du marché? Comment vous voyez ça, Rémi Tereskevitz? En fait, il y a aujourd'hui, tous ces acteurs, la plupart, hein, ils sont en bourse, ils ont des promesses de croissance. On a vécu un lockdown, une crise du Covid avec des grosses consommations, des grosses croissances, et ils ont un petit peu donné l'habitude d'avoir des grosses croissances au marché. Et là, en ce moment, on commence à avoir une légère saturation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, plus de 80% des foyers ont une de ces offres. En Europe, c'est au-delà de 50%, c'est parfois 60, 65. Il y a un peu plus de marge, on va dire, mais on commence à avoir une saturation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non, mais moi, je ne m'abonne pas à plus que 2 ou 3 bouquets. Donc, quand on est dans cette saturation, on se dit comment faire plus pour conquérir des bouquets, des foyers. Eh bien, c'est avec des offres gratuites. Parce que là, on leur dit tu peux prendre mon offre, elle est gratuite. Donc, si l'offre est intéressante pour le foyer, l'offre la prendra.
Donc, c'est en fait une réponse des acteurs du marché à une saturation sur le payant, de se dire, je peux te proposer aussi, on va dire, du Netflix, mais soit il est moins cher, soit il est gratuit. Après, les contenus ne sont pas les mêmes, hein. Les séries sont moins fraîches, les contenus, finalement, sont moins premium, mais avec le temps, on estime que ça prendra beaucoup d'importance également. Très bien. Et par rapport à cette tendance-là, disons au niveau des plateformes et ces restructurations, comment vous voyez un peu, disons, l'espace aujourd'hui face à cette saturation? Est-ce qu'il y a des players qui sortent du lot, qui présentent quelque part une offre originale ou un contenu qui soit différent ou pas? Ou est-ce que vous trouvez qu'ils sont tous, qui se copient un peu, enfin, les uns les autres, quoi? Alors, c'est une bonne question parce que de loin, on se dit, ils proposent du contenu en illimité et on va dire le contenu est un petit peu différencié, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes contenus, ils ont des contenus exclusifs, mais on pourrait se dire qu'ils sont tous la même audience, et tous à se battre avec le même concept. En fait, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Heureusement, on est dans le monde du marketing, on a des cibles, on a des stratégies qui font que ces acteurs essaient de trouver leur place. Alors là, je vais basculer sur des datas qui vont nous permettre de comprendre en images en fait les positionnements de quelques-uns de ces players pour bien visualiser. Alors, je pars en fait de la plateforme dont moi je suis directeur général, qui s'appelle Beta Série et qui est une plateforme en fait qui fait des recommandations de séries à des millions de personnes tous les mois en Europe. Et ces personnes sont des membres quand ils sont logués et ils nous permettent de comprendre quels sont leurs usages puisqu'on leur fabrique des agendas et grâce aux agendas et aux indications de visionnage de la communauté, on est capable de comprendre à peu près qui regarde quoi et donc d'avoir une notion d'audience, de segmentation, de comprendre ce qui se passe dans ce monde de l'OTT qui n'a pas de mesure d'audience, comme en télévision classique. Alors, globalement, quand on regarde donc tous les gens qui regardent du Netflix, alors ici c'est de la data, mais en images, ici on a montré sur ce petit diagramme-là l'âge, donc des plus jeunes aux plus âgés, et des féminins aux masculins en termes de positionnement des séries. Donc il y a des séries qui sont un peu masculines, un peu féminines, d'autres un peu âgées, un peu jeunes. C'est un mix à chaque fois, c'est pas tranché. Certaines sont vraiment extrêmes, d'autres sont mixtes, on va dire. Ce qu'on peut remarquer, donc ici on a listé sur la dernière année les 50 plus grosses séries de Netflix. Où est-ce qu'elles sont dans ce diagramme? Donc on les reconnaît, hein. Squid Game, Casa de Papel, Stranger Things, on les connaît, toutes ces séries-là. Et on voit globalement que Netflix est centré sur finalement une population d'environ 30 ans, assez mixte, hommes-femmes, mais avec une petite préférence sur des femmes plus jeunes. Néanmoins, on a quand même un gros focus sur 30 ans mixte. Donc c'est mainstream, c'est, je dirais, une plateforme qui a trouvé son audience, c'est les trentenaires, voilà, les trentenaires plutôt féminins jeunes pour certaines références comme Sex Education ou You ou Umbrella ou Bridgerton qui sont un peu plus féminines. Après, si je prends donc un acteur comme Apple TV, qui lui vend des smartphones, qui est plutôt premium, qui vend des équipements un peu chers, les équipements sont souvent des attributs un petit peu plus masculins, on est plus intéressé la cible masculine par des produits plus techniques. Donc on peut comprendre que finalement chez Apple TV+, ça ne soit pas la même cible et on va la sortir en direct. On va recalculer toutes les plus grosses séries de Apple TV, qui est une plateforme par abonnement, hein, on est moins cher, 5 euros. Et on est sur une plateforme qui va avoir un focus beaucoup plus masculin et beaucoup plus âgé. Et là, c'est complètement différent, hein, en fait, on voit effectivement, hein, complètement. C'est très différent. Et alors, et on se rend compte que c'est assez uniforme. Et les séries, c'est Fondation, Si, c'est de l'horreur. Donc on parle, excusez-moi, on parle ici des originals de Apple TV+, c'est ça. On parle de toutes les séries de Apple TV+, alors elles sont toutes originals en fait, alors que sur les autres plateformes, parfois elles sont partagées.
Mais là, on est vraiment, les grosses séries de Apple ne sont que chez Apple, en fait, hein. Oui, mais ceci dit, elle récupère aussi le contenu des autres comme Disney ou Paramount. Elle récupère en fait. C'est ça la particularité aussi de Apple TV+, au fait. Par exemple, ce qu'on a vu sur Viking ou sur This Is Us, qui sont des grosses séries, elles ont été un peu partout, sur toutes les plateformes, en fonction du temps et des fenêtres qui sont vendues. Donc on a ici quelque chose qui est beaucoup plus premium et très très proche, très proche d'un univers défini par Apple comme masculin et un peu plus âgé. Après, il n'est pas exclu qu'ils aillent justement évangéliser et ouvrir. Ils ont peut-être des stratégies effectivement pour aller remplir les autres cadrans. Mais en tout cas, celui-ci est flagrant. On va prendre un dernier exemple, c'est celui de Disney+. Parce que Disney+, on va voir que les cibles sont un petit peu différentes. Elles sont à la fois partout, mais à la fois elles ne sont pas au milieu. Et donc, on se rend compte ici qu'on a une offre qui est construite à partir de franchises très connues, Star Wars, Marvel, les Disney Classics, les Pixar. Donc, on a en fait une agrégation de différentes communautés qui consomment du contenu assez différent. Les gens qui regardent du Marvel, qui sont plutôt là, qui regardent du Star Wars un peu plus âgé, masculin plus âgé, c'est pas les mêmes que ceux qui regardent des séries de ABC qui sont plutôt là, ou qui regardent du très très jeune, qui sera plutôt ici par les catalogues plutôt familiaux. Donc là, on a une stratégie chez Disney de prendre pas mal de cibles et de les agréger ensemble, alors que c'était plutôt une construction chez Netflix d'une grosse cible qui a grossi, 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 mais qui est la même. Donc, donc j'espère comme ça démontrer qu'on a bien une diversité en fait des positionnements marketing et des audiences, et donc du coup derrière des contenus à acheter et à proposer, qui font que de loin on les appelle SVOD, de près c'est pas les mêmes et c'est pas les mêmes stratégies. Et heureusement, ça permet comme ça d'avoir avec un, deux ou trois bouquets par foyer, bah, de couvrir un ensemble de goûts, et mon voisin n'aura peut-être pas le même choix de bouquets en fonction de qui il est en fait. Effectivement, alors c'est très intéressant parce que on se demande aussi est-ce que ces choix de positionnement, évidemment, se font de part et d'autre par rapport à une certaine concurrence, par rapport à un certain positionnement. On essaye de ne pas se marcher un peu sur les pieds au niveau de l'audience. Est-ce que évidemment tout ça est bien bien étudié, bien choisi, ou est-ce que c'est un peu le fruit de l'offre des producteurs? Alors, c'est une bonne question parce que pendant des années, la télévision, quand elle disait je propose cette série tous les lundis soirs, ben, en fait, l'offre fait la demande. Les gens n'avaient pas beaucoup de chaînes. Les gens allaient le lundi soir sur ZDF ou la Rai ou TF1 et on leur proposait telle série. Et finalement, les goûts des gens étaient un peu organisés par l'offre qui était proposée. Aujourd'hui, il y a tellement de propositions, il n'y a pas que la SVOD, il y a toujours les chaînes linéaires hein, qui ont Oui. basculé beaucoup de propositions en ligne également, mais il y a les plateformes, mais il y a aussi les contenus totalement gratuits sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a beaucoup de choix. Et donc on a basculé dans un monde du marketing de la demande avec une demande qui s'analyse et des offreurs qui doivent s'adapter, qui ont un positionnement, bon, on a parlé d'Apple ou de Disney, mais qui doivent, s'ils veulent compléter et s'ils veulent embrasser toutes leurs cibles, ils doivent bien réfléchir à quels sont les genres ici, par exemple dans mon exemple, pour des femmes de 25 ans, qu'est-ce que je dois acheter, quelles sont leurs consommations, quels sont les genres qu'elles regardent, et là, on rentre dans des choses très complexes, puisque comprendre au fil de l'eau quelles sont les demandes, comment elles évoluent pour les adresser, ben, c'est un travail sophistiqué parce qu'il y a beaucoup de choix possibles, il y a beaucoup de cibles et surtout il y a de plus en plus de genres. En télévision classique, pour vendre de la publicité, on doit avoir beaucoup de gens devant le téléviseur. Le fait qu'il y ait
le marché local impose ses propres goûts. On voit aujourd'hui aussi ces players, ces plateformes se positionner dans différentes régions, donc notamment dans la région MENA aussi, et effectivement se mettre un peu au goût local, alors qu'il y a aussi déjà des players qui sont déjà en place. Si on parle de MENA, donc on parle de Shahd, et la plateforme de Shahd qui a déjà une longueur d'avance. Alors, comment vous voyez, vous, ce positionnement de ces concurrents qui viennent un peu bousculer un peu la donne au MENA? Mais, alors, c'est vrai que sur Beta Série, on suit de façon très très précise ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, mais on a la même chose en région MENA, en Amérique du Sud, dans les autres plaques, on va dire, géographiques. Ces acteurs sont mondiaux. Donc, et ces acteurs, comme je disais tout à l'heure, ils sont en bourse, ils doivent apporter de la croissance, et il y a une saturation aux États-Unis. Il y a des acteurs gratuits qui arrivent d'ailleurs en disant, bah, au moins, nous, on ne va pas vous demander de l'argent, consommateur, donc venez chez nous. Et si les gens ils vont prendre de l'audience, et donc les grosses plateformes auront encore plus de saturation, plus de problèmes, puisqu'une partie du temps d'attention ira sur des plateformes gratuites. Donc en fait, la région MENA, pour ces acteurs, est très importante, puisque c'est un réservoir de croissance. Aux États-Unis, c'est compliqué de grossir plus. Il y a encore, je dirais, au fur et à mesure de l'augmentation de la bande passante, de l'arrivée Hmm. finalement du mode de consommation OTT, hein, de la vidéo en 5G, de tout ce qui arrive technologiquement, eh bien, on aura de plus en plus de possibilités de distribuer de l'OTT sur toute la région MENA. Et donc, les acteurs locaux vont avoir effectivement à s'organiser par rapport à ces plateformes qui vont prendre de l'importance. Mais c'est vrai que les acteurs locaux, s'ils sont déjà là et puissants, c'est moins facile que si on est dans son marché domestique. Un Netflix a fait son marché aux États-Unis, et maintenant les autres le rattrapent. Là, dans les territoires nouveaux, on a des acteurs en place qui ont déjà un marché cadenassé, et donc il y a une logique un peu moins de suprématie des plateformes américaines qui va se mettre en place. Donc on a effectivement ça. Après, donc, je dirais, c'est pour ces plateformes-là, c'est de la croissance d'abonnés et ils la cherchent partout, coûte que coûte. Donc, ils vont venir pour ça. Après, c'est aussi, on a vu que les goûts étaient locaux et que, ben, je prends les audiences en France, 90% des prime time, entre 85 et 90%, sont des séries locales. Donc, les gens Hmm. veulent du local et donc les plateformes fabriquent du local. Donc, on aura non seulement des acteurs locaux qui vont continuer à fabriquer des contenus, pour l'exemple des séries locales. Ils vont par contre les monter en qualité parce que il y a de la concurrence en face qui fait des grosses séries. Donc, on a tendance à avoir une augmentation en fait de la production value, de la qualité des séries, Oui. des chaînes locales pour tenir la concurrence par rapport aux chaînes, par rapport aux plateformes mondiales. Et les plateformes mondiales vont aussi produire du contenu local. Donc ça veut dire qu'on va avoir finalement, je dirais, grâce à ces goûts locaux, grâce à l'arrivée de ces players, que ce soit sur les acteurs existants ou sur les plateformes, du contenu local de qualité qui va arriver de plus en plus. Et c'est ça qu'on devrait voir sur MENA, comme on le voit dans les autres territoires. Alors absolument, donc je voudrais rebondir sur ça parce que on a su que Netflix s'ouvre sur l'Afrique et notamment d'autres plateformes aussi. Euh, Est-ce que vous pensez que quelque part ce sont les producteurs de contenu qui devraient s'adapter aux exigences de ces plateformes ou l'inverse, c'est-à-dire ce sont les plateformes qui vont s'intéresser aux vrais produits locaux, sans qu'ils soient quelque part un peu clichés ou folkloriques ou whatever, et jouer un peu au goût du territoire, au fait, tout simplement, au goût quelque part un peu la couleur locale. Ou est-ce que c'est les deux, au fait? Est-ce que c'est un peu un va-et-vient, une négociation entre la qualité qu'exige la plateforme et un peu le contenu, comment dire, authentique que voudraient faire les producteurs locaux. C'est un peu les deux, effectivement, puisque on ne peut pas avoir un contenu local qui fonctionne s'il n'est pas sincère, authentique, s'il n'est pas ancré dans la réalité de production, de créativité du pays.
Donc les producteurs locaux, qui sont les seuls à bien connaître leur territoire, qui sont à connaître l'histoire du territoire, à avoir accès au talent, c'est très important. Depuis de nombreuses années, les producteurs locaux ont clairement une carte à jouer, ils savent faire du contenu local de qualité. Par contre, comme je disais, pour que le contenu puisse voyager, puisse intéresser déjà une plateforme, il faut qu'il soit bien produit, et pour qu'il puisse être proposé dans d'autres territoires, il faut qu'il soit encore mieux produit. Donc on a une demande de la plateforme, je dirais, de travailler sur la valeur de production, sur les méthodes, il y a des process, mais c'est plutôt stimulant pour les producteurs, et un besoin de la plateforme aussi de travailler avec des gens qui arrivent avec des idées locales, avec des accès au talent, avec des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec quelques, je dirais, employés disséminés dans chacun des pays. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour le tissu local de production de l'arrivée de ces plateformes, puisque si on comprend ce qui se passe, on se dit je peux faire du contenu local qui va voyager, finalement si mes thèmes sont universels, on va toujours parler de paternité, de, de meurtre, d'injustice, de scandale, etc. On les ancre dans le local, ça va parler à la population et à l'audience locale. Et si c'est bien fait et que cela tire, je dirais, des sentiments, des émotions, de l'empathie, en fait, au niveau international, quand c'est bien fait, tout ça, c'est le travail d'un producteur avec les bons talents, les bons scénaristes, les bons showrunners, comme on les appelle, qui Oui. vient du ces séries-là ont du succès. Donc, je pense que c'est un peu les deux, effectivement, et l'un a besoin de l'autre, et vice-versa. On ne peut pas prendre tel quel le contenu local et le mettre sur les plateformes mondiales et penser que ça va marcher tout de suite. Mais par contre, les plateformes mondiales ont besoin de ce contenu local. Elles ne pourront pas le faire à distance et sans les gens qui ont l'habitude de le faire depuis de nombreuses années et qui sont les experts de ce contenu. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup Rémi Tereskevitz pour cette très très belle et intéressante intervention qui va intéresser à mon sens non seulement le grand public mais surtout aussi les professionnels de la série. On rappelle que vous êtes donc DG de Beta Série. Vraiment Beta Série c'est vraiment bien, c'est très très rare qu'on ait une telle plateforme avec autant de contenu et des études au fait et des analyses très très intéressantes aussi bien pour le profane que pour le professionnel. Donc je vous encourage tous à aller sur Beta Série et puis de consulter aussi les offres que fait Beta Série pour les professionnels, parce que vraiment l'analyse data que vous faites est très très enrichissante et elle permet aussi à ceux qui créent du contenu à savoir quoi faire et comment faire au fait. Ben, merci beaucoup, Elia. Est-ce que tout est disponible, tout est expliqué sur betasérie.pro, tout simplement pour les parties professionnelles. Et puis on souhaite beaucoup de succès aux producteurs locaux pour surfer sur cette vague, sur cette croissance en fait des séries locales à potentiel international. Il y a beaucoup de belles histoires à raconter dans la zone MENA et beaucoup de gens talentueux. Donc voilà, je souhaite bon vent à tout le monde sur ces belles opportunités. Merci beaucoup Rémi Tereskevitz. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'était One to One avec Rémi Tereskevitz à propos du marché de la série. N'oubliez pas de vous inscrire. On se retrouve bientôt. Bye bye.